Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais naturellement remercier les organisateurs de ce colloque virtuel qui permettent à notre communauté universitaire de se retrouver à distance donc pour évoquer cette crise sanitaire sans précédent, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est l'épidémie de coronavirus. Alors si j'ai décidé de traiter de l'Union européenne face à cette épidémie, c'est pour toute une série de raisons et la plus importante sans doute, c'est qu'à mes yeux, elle porte atteinte à l'essence même de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, au fond, peut se définir comme étant un espace sans frontières, caractérisé par une mobilité. On voit bien que l'épidémie affecte cette mobilité. Et puis, cet espace sans frontières repose sur certaines politiques et notamment un pacte de stabilité budgétaire qui est également mis à mal par cette épidémie et puis plus largement l'Union européenne qui est avant tout une construction économique. Cette crise sanitaire est en train évidemment de produire des effets économiques considérables sur l'ensemble de l'Union européenne et de l'économie des États. Alors ce qui est intéressant de voir au fond, c'est que l'Union européenne, qui est le niveau global au fond de réponse des États, va s'attacher à mettre en œuvre progressivement une réponse globale. Et mon ambition ici, c'est de montrer ce caractère global et multiforme au-delà simplement des réponses sanitaire. Et pour ce faire, je vais très simplement aborder l'ensemble des compétences de l'Union qui sont concernées ici par cette épidémie de coronavirus. Alors à commencer bien sûr par la santé, qui est une compétence coordonnée de l'Union, donc ça signifie que l'Union a pour objet d'assurer une coordination des politiques mises en œuvre par les États membres et relevant de la compétence des États membres. On parle beaucoup de régaliens en ce moment pour la santé. Et puis également, l'Union va être le lieu de cette coordination. Et on va également trouver une autre politique moins connue qui au fond a été révélée pour cette crise, qui est la protection civile au niveau européen. Alors s'agissant d'abord de la santé, en 1998 a été créé un centre européen de prévention des maladies qui est basé à Stockholm et qui a été mobilisé assez rapidement. Dès le 7 février 2020, ce centre européen a mis en ligne quotidiennement un état des personnes infectées et a fait le décompte quotidiennement des morts. Et ce centre européen va également être utilisé pour assurer au fond une expertise à la Commission européenne sur la propagation du virus. Et parallèlement, ce qui prouve que cet instrument est sans doute insuffisant, la Commission européenne a créé un comité de spécialistes Covid-19 depuis le 19 mars 2019, à l'imitation des conseils, des comités scientifiques qui existent au plan interne et notamment s'agissant de la France. Donc une action réelle, mais au fond plus de coordination et d'alerte et de gestion des risques au niveau de l'Union européenne. Et puis plus récemment, toujours s'agissant de la santé, en 2001 a été mis en place un comité de sécurité sanitaire qui a été réformé donc en 2014 et qui également est composé des représentants des États membres et montre bien ce caractère coordonné qui s'est réuni 12 fois pour être précis depuis le déclenchement de la crise et pour ce qui est sa première réunion à la fin du mois de janvier. Donc quelques instruments. Et puis au titre de la protection civile, c'est là où finalement les manifestations sont pour le moment le plus spectaculaire. On a une décision de 2013 qui a été revue en 2018 et en 2019 qui constitue en fait le cadre juridique d'action de l'Union, avec en particulier la constitution d'un centre de coordination de la réaction d'urgence qui est basé
à Bruxelles et qui, dès la fin du mois de janvier, dès le 28 janvier pour être précis, a participé au financement du rapatriement des citoyens de l'Union qui étaient basés à Wuhan et en particulier un certain nombre de Français. Au total, il y a eu 515 citoyens de l'Union qui ont été rapatriés avec un financement à hauteur de 75% de ce centre de coordination de la rédaction d'urgence et plus largement donc de ce mécanisme européen. Et puis ce centre de coordination a également été mobilisé à la demande de l'Italie le 26 février et le 16 mars de l'Espagne pour une demande d'équipement médical. Mais là, encore une fois, on est sur la base d'un volontariat et ce centre européen de coordination finalement apparaît comme étant démuni, ou en tout cas dont l'action dépend des États. Et puis, en 2019, un mécanisme nouveau est apparu, c'est le mécanisme Rescue, qui a été mis en œuvre de manière inédite, c'est la première fois, le 19 mars dernier, puisqu'il s'agit, dans le cadre de ce mécanisme Rescue, de créer une réserve stratégique visant l'achat de matériel médical et de masques de protection pour un montant au total de 50 millions d'euros. Et cette réserve stratégique doit être gérée par le centre de coordination de la réaction d'urgence. Donc ces mécanismes de protection civile ont été éprouvés et sont durement éprouvés dans le cadre de cette crise du Covid-19 et il est à supposer que de nouvelles réformes législatives adaptent ce mécanisme. Dans le cadre cette fois-ci des compétences partagées, qui sont les plus nombreuses, il donne à voir au fond une action concertée et inédite au niveau de l'Union européenne qui ont pour effet au fond d'opérer à la manière des montres molles de Dali, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement tout un cadre juridique, faire l'objet d'une flexibilité et d'une adaptation sans précédent et encore une fois de manière concomitante ou quasi concomitante. Alors d'abord, s'agissant de la libre circulation des personnes, le 16 mars, la Commission a fait une communication visant des restrictions temporaires d'une durée de 30 jours, comme le droit le prévoit, pour limiter les franchissements aux frontières extérieures de l'Union, y compris d'ailleurs le Royaume-Uni. Et s'agissant cette fois-ci des frontières intérieures de l'Union, et singulièrement de l'espace Schengen, l'article 25 du Code Schengen permet aux États membres de mettre en place une clause de sauvegarde et le premier État à l'avoir mis en œuvre, c'est l'Autriche le 11 mars dernier et puis plus près de nous, l'Allemagne le 16 mars, le 17 mars, l'Espagne. Mais cette fois-ci, on est donc dans des initiatives qui sont étatiques et non pas européennes. S'agissant de la libre circulation des marchandises, la Commission, le 24 mars, a pris en place des orientations qui permettent au fond de réserver au transport de marchandises des couloirs pour permettre un franchissement des frontières internes de l'Union plus facile. S'agissant cette fois-ci du marché de la santé, il y a un règlement de 2004 qui a fait l'objet là aussi d'adaptation qui prévoit la mise en œuvre d'AMM conditionnel, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché de médicaments en cas de crise sanitaire. Et bien sûr, cette disposition est activée et pourra donner lieu sans doute à la mise en œuvre de médicaments de réponse médicamenteuse à cette épidémie. Et puis on a eu un pacte législatif le 13 mars qui donne corps précisément à cette action concertée et qui vise principalement deux politiques internes de l'Union. D'abord la politique des transports. On a une proposition de révision d'un règlement qui, pour faire simple, empêche les compagnies aériennes de maintenir les créneaux horaires qui leur ont été attribués dès lors qu'elles annulent un certain nombre de vols. Eh bien, cette disposition va faire l'objet donc d'une dérogation très forte.
Et puis, s'agissant de la politique de cohésion, et c'est sans doute le volet le plus important, la politique de cohésion apparaît de plus en plus comme étant une politique d'investissement de l'Union. Toujours le 13 mars, il y a une proposition de règlement qui a d'ailleurs été examinée hier, jeudi 26 mars, par le Parlement européen. Cette proposition de règlement s'intitule « Initiative d'investissement en réaction au coronavirus » et elle doit faire l'objet donc de fonds qui sont alloués à hauteur de 37 milliards d'euros. Donc c'est une réponse importante d'une relance sous la forme donc de la mobilisation des fonds européens structurels et d'investissement. Donc voilà, c'est quelques éléments pour les compétences partagées. Pour ce qui est des compétences exclusives de l'Union, on trouve deux grands aspects. Le premier, c'est en matière de droit de la concurrence et en particulier des aides d'État où on va observer une flexibilité. Et cette flexibilité a été annoncée par la Commission le 13 mars, toujours. Et chaque jour presque, l'Italie et puis la France, le 21 mars, ont notifié des demandes pour permettre précisément des plans d'aide. Alors principalement, ces plans d'aide visent les PME, mais on peut supposer que très rapidement, un grand nombre de secteurs économiques soient visés par ces plans d'aide, et notamment le secteur médical. Et puis pour la monnaie, autre compétence exclusive pour les États qui ont l'euro comme monnaie, la Banque centrale européenne a décidé, après quelques atermoiements, le 18 mars dernier, de débloquer une enveloppe de 750 milliards d'euros, alors c'est une annonce bien sûr, pour permettre le rachat de dettes publiques et privées. Donc ça c'est une décision, une annonce qui a été faite, et il est question, mais c'est là pour le moment simplement des mots, de mettre en œuvre le programme OMT, c'est-à-dire Outright Monetary Transaction, qui permet finalement sans limite à la BCE de racheter les obligations des pays en dette. Et puis parallèlement, les ministres de la zone euro qui forment l'Eurogroupe se sont réunis régulièrement depuis le début de la crise. Et le 25 mars dernier, ils ont évoqué la question de la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité qui est apparu en 2012, qui est le pan, si vous voulez, de soutien au pacte de stabilité budgétaire et qui peut couvrir jusqu'à 410 milliards d'euros d'ouverture de lignes de crédit pour les États endettés. La difficulté, donc il n'y a pas eu d'accord hier au sein du Conseil européen le 26 mars pour mobiliser ce mécanisme pour une raison assez simple. C'est d'abord que tous les États du Nord et qui financent largement ce fonds sont pour le moment peu touchés par l'épidémie, et puis surtout parce que ce mécanisme européen de stabilité est conditionné par des réformes structurelles. Et on voit mal des réformes structurelles peser sur des États tels que l'Italie et l'Espagne qui sont les plus durement touchés par cette crise. Dans le prolongement de ces aspects monétaires, il y a bien sûr plus largement l'ensemble de l'union économique et monétaire qui est visé, et en particulier le pacte de stabilité budgétaire. Et comme il fallait s'y attendre, le 20 mars, la Commission a fait une communication pour l'activation de la clause dérogatoire générale de ce pacte de stabilité qui prévoit tout simplement sa suspension à moyen terme, et le 23 mars, le Conseil a décidé donc d'activer cette clause. Donc là, on est face à des réalisations qui vont produire des effets à long terme, mais les décisions ont été prises. Il reste une décision à prendre qui le sera, le futur nous le dira, qui est la question des Corona Bonds. Donc ce qu'on appelle les Corona Bonds, c'est au fond la mise en œuvre d'obligations mutuelles pour assurer une couverture de la dette des différents États frappés par cette épidémie. Mais cette mutualisation de la dette est tout simplement aujourd'hui au niveau de la discussion. Le Conseil européen hier n'a pas décidé de créer ces obligations, mais il est clair qu'on aurait là quelque chose qui ressemblerait à un pas très important vers une union budgétaire
tel que l'appelle en particulier de ses voeux la France. Et puis nous avons deux compétences spécifiques qui viennent en réalité s'ajouter à celles des États. Donc très rapidement, c'est la recherche et le développement, puisque la Commission a annoncé un déblocage d'une somme importante de 235 millions d'euros, 110 millions d'euros pour l'OMS, puis 90 millions d'euros pour une initiative médicale qui associe l'Union et le secteur pharmaceutique. Et puis il y a aussi l'aide humanitaire. Donc en 2002, à la suite d'inondations très importantes en Autriche et en Allemagne, a été créé un fonds de solidarité de l'Union, mais qui ne joue pour le moment que pour les catastrophes naturelles. Voilà pourquoi le 13 mars, la Commission a également mis en place une proposition visant à réformer ce fonds européen de solidarité pour lui permettre de répondre aux crises sanitaire. Donc on le voit, il y a véritablement une réponse globale. Ce qu'on peut observer pour terminer en conclusion, c'est que une réponse globale pour une crise globale, et l'Union apparaît comme étant précisément le niveau pertinent global de réponse à ces différentes crises. Donc il est probable qu'elles ressortent au fond renforcées, c'est-à-dire que des mécanismes de coopération soient plus étroits entre les États membres, qu'il y ait une intégration plus forte, notamment en matière de protection civile. Mais au-delà, ce qui est intéressant d'observer, c'est que atteinte dans sa mobilité, dans sa stabilité budgétaire et éprouvée dans sa solidarité, il est à espérer au fond que l'Union européenne, qui comporte par de nombreux aspects une certaine sécheresse et une certaine rigidité, sorte au fond humanisée de cette crise. Et c'est à titre personnel les seuls vœux que je forme. Je vous remercie.